Que faire devant une allergie au bêta-lactamine? Comme vous savez très bien, les antibiotiques, c'est une classe médicamenteuse qui est la plus prescrite chez les patients qui sont hospitalisés. Les bêta-lactamines, c'est la première classe d'antibiotiques qui est prescrite, mais aussi c'est la première classe d'antibiotiques qui est responsable d'incidents allergiques. La fréquence de ces réactions est estimée à 8% des administrations. Ces réactions sont heureusement généralement bénignes, mais ils peuvent être sévères, voire fatales. Rapporter une allergie au bêta-lactamine est très fréquent. En effet, aux États-Unis, 8% des Américains déclarent avoir une allergie au bêta-lactamine. Toutefois, 80 à 95% des patients n'ont pas une allergie vraie. L'allergie vraie n'est retrouvée que chez 15 à 20% des sujets, mais ce qui est frappant, c'est que l'absence d'exploration chez la majorité des patients. L'allergie croisée entre pénicilline et céphalosporine est possible. Donc, on va commencer par rappeler un peu la structure des bêta-lactamines et les différentes classes. En effet, les bêta-lactamines sont caractérisées par la présence d'un noyau bêta-lactame et il y a des différences qui font des sous-groupes, essentiellement les pénames, les céphems, les oxapénames, les carbopénames et les monobactames. Alors, quand on est face à un patient qui déclare avoir présenté une réaction à la pénicilline, on a deux attitudes. La première, c'est dire éviter d'utiliser la bêta-lactamine et après, on va prescrire une autre alternative, donc une autre classe d'antibiotiques, même si la pénicilline est le traitement de choix et le traitement de première intention devant cette infection. Deuxième alternative, c'est en fait explorer, et ceci dans le but soit de confirmer l'allergie ou bien dans le cas contraire, c'est prouver la tolérance de cette classe thérapeutique. Alors, on va voir un peu la place des bêta-lactamines. Est-ce que les bêta-lactamines, on peut donc se dire, voilà, on va les éviter ou non? Alors, c'est une classe très importante puisque c'est l'antibiotique le plus utilisé. Ceci en traitement curatif de la plupart des infections. Et ce tableau donc résume les principales infections et les principaux sites infectieux où la pénicilline ou les bêta-lactamines représentent le traitement de choix et de première intention dans le traitement, mais aussi en prévention chirurgicale. Et d'ailleurs, la céphalosporine, c'est le médicament le plus recommandé par les différentes sociétés d'infectiologie dans la prévention des infections post-opératoires, mais aussi en médecine dentaire où l'amoxicilline représente le traitement le plus prescrit dans le but de prévenir les infections après les soins dentaires. Alors, est-ce que éviter les bêta-lactamines a des conséquences, oui ou non? Donc, sur ce tableau, on note très bien, donc c'est une étude qui a comparé l'évolution chez deux groupes de patients qui étaient hospitalisés pour une infection et chez qui une indication par un traitement à base de bêta-lactamine était le traitement de première intention. Donc, un groupe qui n'a pas déclaré donc avoir une réaction bêta-lactamine et un deuxième qui a dit que j'ai une réaction à la pénicilline. Ce que nous avons remarqué, c'est le fait de rapporter une réaction à la pénicilline entraînait l'utilisation d'agents de deuxième intention et donc qui sont parfois cliniquement moins efficaces. Ça peut avoir un risque d'entraîner des séjours plus lents, des coûts de soins plus élevés et un plus grand nombre d'effets indésirables avec un risque de développement d'une résistance aux antibiotiques. Donc, adopter l'attitude d'éviction de la pénicilline n'est pas une bonne idée et donc il faut explorer. Alors, un papier qui vient de sortir récemment et qui a été développé à partir d'un symposium
qui s'est tenu aux États-Unis en 2018, où on a essayé un peu de récapituler nos connaissances concernant l'exploration de l'allergie au bêta-lactamine. On a essayé de mettre les recommandations, ce que nous connaissons, ce qui est admis, et puis mettre un peu ce qui est controversé. Alors, ce que nous connaissons, c'est que les bêta-lactamines, comme je viens de le dire, sont une classe qui est importante et à utiliser. L'allergie présumée ou non explorée à la pénicilline ou au bêta-lactamine est fréquente et que le fait d'éviter sans exploration les bêta-lactamines a un impact négatif sur l'évolution des patients. On va commencer donc de voir la démarche diagnostique devant une allergie ou une suspicion d'allergie au bêta-lactamine. Première étape, c'est une étape qui est clinique. Et c'est une étape très importante. Alors, donc comme vous le savez très bien, un petit rappel sur la nomenclature en allergologie. Les manifestations cliniques d'hypersensibilité sont classées entre des manifestations qui peuvent être allergiques. Dans ce cas, il y a un mécanisme immunologique qui est prouvé. Ce mécanisme peut être lié à des anticorps ou bien à des lymphocytes T ou bien non allergiques. Lorsqu'on est dans le cadre de manifestations d'hypersensibilité allergique, eh ben, cette allergie peut être liée à des IgE ou bien non IgE dépendantes. De ce fait, on différencie l'hypersensibilité immédiate et l'hypersensibilité non immédiate. Alors, lorsqu'on est devant une hypersensibilité de type immédiate, c'est une réaction qui peut être allergique, mais qui peut ne pas être allergique. Souvent, ça survient dans l'heure qui suit la prise ou l'administration ou bien la dernière prise médicamenteuse. C'est souvent une symptomatologie faite d'urticaire, d'angioëdème, de signes respiratoires, bronchospasme, voire de choc anaphylactique. Dans le cas contraire, lorsqu'on est devant une hypersensibilité non immédiate, c'est des symptômes qui surviennent au-delà d'une heure, avec une atteinte cutanée qui peut être à type de rash, d'érythème maculopapuleux, d'atteinte plus sévère de DRESS ou de nécrolyse cutanée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les hypersensibilités médicamenteuses d'origine allergique vont récidiver lors de traitements successifs. En effet, cette récidive va se faire avec une aggravation des symptômes d'une part, mais aussi avec un délai de plus en plus court entre la prise médicamenteuse et l'apparition de la réaction. Donc, la présentation clinique est importante. Et c'est souvent, on n'assiste pas à la réaction, mais on voit le malade avec des antécédents de réaction, d'où l'importance d'une anamnèse. Cette anamnèse doit préciser le type des lésions. On sait très bien qu'il y a un polymorphisme des doxydermies. Il va falloir rechercher et chiffrer les atteintes organiques si elles sont présentes, préciser surtout la chronologie et donc la nature et la chronologie des symptômes par rapport à la prise médicamenteuse, évaluer et rechercher des facteurs de risque éventuels, la sévérité de la réaction, les comorbidités, une grossesse et bien sûr, il va falloir éliminer les diagnostics différentiels. Sur cette diapo, vous voyez deux types de fiches ou de questionnaires qu'on utilise. Ce sont des fiches qui sont standardisées, qui vont être administrées ou remplies à chaque fois où nous sommes devant un patient qui vient pour une exploration d'une réaction au bêta-lactamine. La symptomatologie clinique est très variable. Les types de réactions qu'on peut avoir, on peut avoir de l'urticaire qui apparaît dans les minutes, voire dans les heures qui suivent la prise médicamenteuse, de l'érythème maculopapuleux, de l'érythème pigmenté fixe et des lésions de DRESS. Et chaque lésion, donc il y a un délai d'apparition qui doit être précisé de façon systématique. Quelques photos qui mettent en évidence sur la première l'angioëdème, l'urticaire.
d'autres photos. La première qui montre l'érythème pigmenté ou lorsqu'il y a de la nécrose cutanée, on est dans la gravité de l'atteinte cutanée. Donc, c'est très important de rechercher les signes de gravité devant toute atteinte d'allure allergique. Ces signes de gravité sont essentiellement l'extension de l'éruption qui dépasse 60% de la surface corporelle, l'extension rapide des lésions, l'existence d'une hyperthermie, l'existence de lésions muqueuses ou de décollement cutané, l'existence de purpura ou d'hépatomégalie. La présence de ces signes cliniques de gravité vont indiquer l'hospitalisation du patient. Mais même s'il n'y a pas de signes cliniques de gravité, mais qu'on a des signes biologiques de gravité, une hyperéosinophilie, une perturbation du bilan hépatique ou du bilan rénal, une hospitalisation s'impose. Avant de retenir le diagnostic donc d'une allergie, il y a quelques diagnostics différentiels qui sont, disons, assez faciles à éliminer. C'est surtout les éruptions cutanées, surtout d'origine virale, telles que l'érythème polymorphe ou le mégalérythème épidémique, qui peut survenir surtout en rapport avec des infections virales ou parfois mycosiques. Devant toute réaction ou allergie, il va falloir rechercher s'il y a ou non des facteurs de risque de réaction immédiate. C'est-à-dire si on va dire, voilà, ces critères sont en faveur plutôt d'une réaction de type immédiat. C'est l'histoire clinique. Donc, si on est devant une histoire clinique qui est très ancienne, c'est des années, une quinzaine d'années ou vingtaine d'années et qui ne s'est pas reproduite, donc, il est très peu probable que ça soit une allergie. Le sexe féminin qui constituait un facteur de risque. La voie d'administration, c'était un peu l'évidence illimitée et dire que la voie parentérale est plus associée à un risque plus élevé de sensibilisation. La fréquence d'utilisation, ça c'est certain, plus on est en contact avec l'allergène, plus on a de risque de développer une allergie. L'âge, mais les données sont controversées. En fait, les études anciennes parlent d'une fréquence entre 20 et 50 ans, mais là, maintenant, on parle de 20% de réactions chez des patients qui sont âgés de plus de 80 ans. L'existence d'infections associées, ça s'explique par le dérèglement du système immunitaire et le développement d'une allergie. Alors, la clinique est très importante. D'ailleurs, cette étude qui a été publiée en 2017, c'est une étude prospective qui a intéressé 259 patients qui sont venus pour suspicion d'allergie au bêta-lactamine. L'objectif de cette étude était de valider un algorithme clinique d'allergie à la pénicilline. C'est-à-dire si, rien que par la présentation clinique, on peut dire si ce patient a un risque élevé ou un risque faible d'être allergique. Alors, tous les patients ont une histoire clinique, mais aussi une exploration selon les recommandations internationales. Le critère principal d'évaluation était la chronologie d'apparition de la réaction et son ancienneté. Mais les autres critères, c'était le type de la réaction. Est-ce qu'il y a ou non une atteinte cutanée? La durée de cette réaction? Est-ce qu'il y a ou non une prise de bêta-lactamine après la réaction? Alors, comme vous voyez sur ce graphique, c'est un algorithme assez, pas assez simple, mais le premier, c'est si on connaît l'heure donc qui sépare la dernière prise et l'apparition de la réaction, si on est moins de 2 heures, on va voir si le malade a pris après ou non le médicament. S'il a déjà eu une prise du même médicament sans réaction, là, il y a un faible risque que le patient soit allergique. Et après, on va voir si la réaction est sévère ou non. Si la réaction n'est pas sévère, on va voir s'il y a ou non une atteinte cutanée. Et si cette atteinte cutanée, elle est rapidement évolutive ou elle est traînante.
Là, c'est un algorithme, mais lorsqu'on ne connaît pas le temps qui sépare entre la prise et la dernière, donc et la réaction. Et après, ça, c'est l'algorithme qui a été réalisé après exploration allergologique. Sans trop tarder, on va voir donc les résultats de cette étude. Eh ben, le fait d'adopter un algorithme clinique, ça a une sensibilité satisfaisante, mais une spécificité et une valeur prédictive positive qui sont médiocres. Et donc, la conclusion des auteurs était que cet algorithme clinique n'est pas à utiliser en pratique quotidienne. Toutefois, cet algorithme peut être intéressant dans certaines situations d'urgence, d'où l'importance d'une exploration. Avant d'explorer, il y a certains cas que nous allons dire, voilà, on est sûr que ce n'est pas une allergie et on ne va pas explorer. C'est le cas des patients qui ont un médicament qui a déjà, il vous dit que j'ai pris un médicament semblable, un générique ou un autre, sans réaction. Ou bien il y a eu une réaction identique, mais en dehors de toute prise médicamenteuse. Et là, c'est l'urticaire. Hein. Ça se voit surtout chez les patients qui ont une urticaire. La chronologie qui n'est pas compatible en voyant la demi-vie du médicament, ou bien une symptomatologie qui n'est pas compatible, particulièrement donc une éruption cutanée virale typique. Chez ces patients, on va dire il n'y a pas d'allergie et on ne va pas tester. Dans les autres cas, nous allons passer à l'étape 2, c'est l'étape de l'exploration allergologique. Les tests cutanés, comme vous le savez très bien, ça reste le gold standard de l'exploration de l'allergie médicamenteuse et particulièrement l'allergie au bêta-lactamine. Les prick tests et les intradermoréactions qui sont les tests à réaliser à lecture immédiate. Et bien sûr, vous connaissez très bien les précautions à adopter avant la pratique des tests cutanés. C'est le délai à respecter de 4 à 6 semaines après la réaction. Donc la démarche séquentielle et l'injection toutes les 20 minutes et donc une durée des tests entre 1 et 4 heures. Le résultat positif quand il s'agit de prick, c'est une papule qui a un diamètre supérieur à 50% du diamètre positif et quand on est en EDR, c'est le dédoublement de la papule injectée. Les patch tests se sont donc utilisés à lecture retardée, même précaution donc à distance de l'épisode. Les tests cutanés, alors, bien sûr, il faut respecter les concentrations proposées pour les bêta-lactamines, qui sont par exemple pour l'amoxicilline, 20 mg par millilitre à ne pas dépasser. Donc, nous avons donc les flacons à 1 g qu'on va diluer dans 5 ml. On va avoir une solution d'une concentration de 200 mg par millilitre. Après, on va diluer pour faire des dilutions et on va s'arrêter à la concentration de 20 mg par millilitres. Les tests biologiques, bon, si on est donc assiste, si le malade est hospitalisé lors de la réaction, dans ce cas, le dosage précoce de l'histamine et de la tryptase. Sinon, les IgE spécifiques qui peuvent aider, mais ça reste donc une sensibilité qui est nettement inférieure à la sensibilité des tests cutanés. Donc, l'étape clinique étant faite, on va passer à l'exploration cutanée. Si c'est positif, on va retenir le diagnostic d'allergie. Si c'est négatif, on doit passer par la troisième étape qui est le test de provocation. Alors, le test de provocation, il n'y a pas de consensus concernant la réalisation et surtout la montée des doses au cours du test de provocation. C'est un test qui doit être réalisé lorsqu'on a les tests cutanés qui sont négatifs et il faut commencer à des doses entre 1 sur 10 000 et 1 sur 10 de la dose thérapeutique et tout dépend de la sévérité de la réaction. Si la réaction était sévère, il va falloir commencer très bas. Le test de provocation doit être intégré dans une démarche de
prudente, donc avec des considérations préalables. Les principales considérations sont l'absence de contre-indications. Les principales contre-indications sont la toxidermie sévère, les maladies auto-immunes, la grossesse, le traitement par bêta-bloquant, la maladie cardiovasculaire sévère. Bien sûr, ce test doit être réalisé dans des conditions optimale de sécurité. C'est un malade qui doit être hospitalisé, même en hôpital du jour, une mise en place d'une voie veineuse, un chariot d'urgence à côté et donc une montée progressive des doses et commencer par des doses faibles chaque fois que la réaction est sévère. Ce tableau montre la montée des doses des différentes classes de bêta-lactamine au cours du test de provocation. Ce qu'on propose maintenant, c'est commencer par 5%, 15%, 30% et 50% de la dose journalière, mais toujours on peut commencer plus bas si la réaction est sévère. Ça se fait sur un jour. Le même protocole chez l'adulte que chez l'enfant et il y a une surveillance hospitalière nécessaire 2 heures après la dernière prise et une surveillance à domicile 48 heures. Les dernières recommandations, donc, annoncent qu'on peut passer directement au test de provocation orale chez les enfants qui ont une histoire d'une réaction retardée mais bénigne. C'est-à-dire, c'est souvent des enfants qui développent une virose et qui sont mis sous traitement par bêta-lactamine. Ces enfants vont développer une réaction cutanée, souvent isolée et bénigne et qui est retardée, c'est-à-dire qu'elle dure plus que 24 heures. Dans ce cas, c'est très probablement pas allergique et on a la possibilité de passer directement à un test de provocation. Donc, au total, ce qu'il faut faire devant une réaction rapportée au bêta-lactamine, c'est commencer par une étape clinique qui est très importante. Cette étape permet de préciser le type et la chronologie de la réaction, puis passer à l'exploration qui est nécessaire par les tests cutanés. Et s'ils sont négatifs, on va programmer le test de provocation. Si le test de provocation est positif, l'allergie est confirmée. S'il est négatif, il n'y a pas d'allergie, mais de plus en plus, on rapporte que si la réaction était ancienne et qu'on fait un test de provocation mais qui est négatif, il vaut mieux refaire les tests cutanés un mois après. Parce que donc l'ancienneté de la réaction peut entraîner un amendement des phénomènes immunologiques et le fait de réexposer le patient à ce médicament va redéclencher les mécanismes immunologiques. C'est pourquoi de plus en plus, on recommande de refaire les tests cutanés un mois après un test de provocation, surtout lorsque la réaction est ancienne. Un mot sur la réactivité croisée entre pénicilline et céphalosporine. Ce sont des médicaments qui sont de la même famille et il y a une réactivité croisée entre les pénicillines et les céphalosporines. Toutefois, cette réactivité est pas très fréquente, particulièrement lorsque la chaîne latérale des médicaments est différente. Ainsi, donc, la réactivité croisée entre les pénicillines et les céphalosporines est inférieure à 10% lorsqu'ils ont une chaîne latérale différente. C'est pourquoi, lorsque nous cherchons une alternative à une pénicilline, la céfuroxime, le Zinat, et la ceftriaxone, donc sont une alternative, la Rocephin, sont une alternative importante à tester et à essayer. Réactivité croisée entre pénicilline et carbapénem, elle est encore plus rare.
Et dans ce cas, chez les patients qui sont allergiques donc aux pénicillines et aux céphalosporines, en l'absence de tests cutanés et en l'absence de réactions sévères, on peut utiliser l'imipinème donc directement sous une surveillance. On peut utiliser à dose thérapeutique ou bien faire une montée progressive des doses. Chez les patients qui ont donc des tests cutanés positifs aux pénicillines ou aux céphalosporines, il est recommandé de faire des tests cutanés à l'imipinème. S'ils sont négatifs, on peut faire un test de provocation parce que la réactivité croisée est très rare. Ce tableau, en fait, permet de voir la similitude des différentes classes de bêta-lactamine et ça permet d'aider dans le choix de l'alternative. Et donc, toujours revenons au papier on dit que les carbapinème et le monobactam sont une alternative safe une alternative à utiliser en cas d'allergie aux pénicillines. Un mot sur l'induction de tolérance. Donc, l'induction de tolérance en cas d'allergie aux bêta-lactamine peut être proposée. Elle peut être proposée chez des patients bien sélectionnés. En effet, ça doit être une allergie documentée de type IgE, une nécessité absolue de la bêta-lactamine. Cette désensibilisation doit être toujours orale avant de passer au traitement parentéral. Et il faut savoir que l'hypersensibilité retardée est une contre-indication à l'induction de tolérance. En conclusion, donc, que faire devant une allergie au bêta-lactamine? Il faut toujours confirmer par un bilan allergologique toute suspicion de réaction ou d'allergie au pénicilline. Ce bilan doit être adapté à la clinique du patient. Il faut toujours rechercher l'existence d'une réactivité croisée entre les différentes classes de bêta-lactamine et ceci pour éviter les évictions larges non justifiées. Et de plus en plus, possibilité d'une induction de tolérance chez des malades bien sélectionnés. Je vous remercie.